L'Algérie est la voix du Sud, une puissance engagée pour la paix et la coopération internationale. الوحيد ولكن بالقرار يلي تم العمل عليه يعني مثل ما بتعرفوا يعني أعلن عن طريقة العمل وخاصة الأيام الأخيرة ولا سيما الساعات الأخيرة. أخذنا بتفاصيل طبعا كل كلمة وكل حرف في هذا القرار يعني ترك الباب مفتوح ورحب بأفكار أخرى ويعني تكلم عن عدم حصرية يعني هذا المقترح. لا القرار واضح جدا يعني رحب بكل الأفكار يلي ممكن أي طرف من الأفريقيا يقدمها. يعني هناك ترحيب يلي هو مختلف بعض الشيء عن الموقف الرسمي الأمريكي. Bienvenue pour cette analyse au cœur d'une zone de tension persistante, le Sahara occidental. Un dossier qui, on le sait, empoisonne les relations régionales depuis des décennies, mais là on sent une crispation nouvelle, presque électrique. Surtout entre Alger et Washington, les déclarations fusent, les signaux se contredisent. Bon, derrière la façade diplomatique, est-ce qu'on n'assisterait pas à une partie d'échecs dont les règles nous échappent un peu ? C'est une excellente manière de poser le problème, oui. Parce que l'atmosphère est lourde, c'est vrai. Les non-dits pèsent parfois plus lourd que les communiqués officiels. Ce conflit, souvent présenté comme régional, en réalité, c'est une plaque tectonique où se rencontrent des intérêts bien plus vastes, contrôle des routes stratégiques, accès aux ressources, influence en Afrique. Et les États-Unis, acteurs incontournables, ils semblent naviguer en eau trouble là. Ils envoient des messages qui interrogent vraiment. Justement, parlons-en de ces messages. Il y a eu cette sortie très commentée du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. On a parlé d'une leçon de diplomatie administrée aux Américains. Le mot est fort, non ? Presque arrogant même. Simple coup de menton destiné à galvaniser en interne ou véritable avertissement lancé à Washington. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est choisie pour marquer les esprits, c'est clair. Elle témoigne d'une exaspération algérienne certaine face à la position américaine. Pour Alger, cette leçon, elle visait à rappeler des principes fondamentaux, notamment celui de la neutralité nécessaire d'un médiateur potentiel dans ce conflit. Il faut comprendre le contexte. Ces propos, ils arrivent sur fond de rumeurs persistantes. Des rumeurs sur une tentative de médiation américaine, peut-être sous Trump, et surtout une médiation perçue par Alger comme étant largement inspirée par Rabat, voire pilotée depuis Rabat. Ah d'accord. Donc cette leçon, c'était une façon de dire « Attention, si vous voulez jouer les arbitres, commencez par ranger votre maillot de supporter ». C'est un peu ça. C'est exactement ça. Attaf a martelé, selon les échos qu'on a, qu'un médiateur crédible doit impérativement se défaire de ses positions nationales. C'est une condition sine qua non pour Alger. Et en filigrane, évidemment, c'est une critique directe de la décision de l'administration Trump en décembre 2020 de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision qui, pour l'Algérie, disqualifie d'emblée Washington comme médiateur impartial. Ils estiment que les États-Unis ont choisi leur camp, quoi. Une position américaine vue comme un péché originel, en quelque sorte. Mais Attaf ne s'arrêterait pas là. Il serait allé beaucoup plus loin, évoquant un prix très lourd qu'aurait payé le Maroc pour obtenir ce soutien américain. Là, on entre dans des accusations d'une gravité extrême, non ? Est-ce que c'est de la rhétorique pure pour diaboliser l'adversaire, ou est-ce qu'il y a, selon Alger, des éléments concrets derrière ? C'est là que le terrain devient miné, effectivement. Les accusations rapportées sont d'une violence inouïe, dans le langage diplomatique habituellement feutré. Attaf aurait laissé entendre que le Maroc aurait obtenu cet alignement américain au prix d'un nantissement, le terme est lourd de sens, oui, de sa propre souveraineté nationale, et par la cession de ses richesses aux États-Unis et à Israël. On parle quand même de bradage de souveraineté et de ressources contre un soutien diplomatique. C'est énorme. Nantissement, cession, oui, ce sont des mots qui pèsent une tonne, mais soyons clairs, ce sont des allégations algériennes rapportées. Est-ce qu'elles ont une base factuelle connue, vérifiable, ou est-ce que c'est une arme dans la guerre d'information féroce que se livrent Alger et Rabat ?
Pour l'heure, non. Aucune preuve publique, tangible, n'est venue étayer ces accusations spécifiques de nantissement ou de cession. Formulées comme ça, il faut donc les prendre avec une extrême prudence. Elles relèvent, jusqu'à preuve du contraire, de la perception algérienne. Ou alors, d'une stratégie de communication qui vise plusieurs objectifs. D'abord, jeter le discrédit sur le Maroc, le présenter comme un pays qui aurait sacrifié son indépendance. Ensuite, potentiellement fragiliser l'axe Maroc-Israël-USA, qui inquiète Alger évidemment. Et enfin, mobiliser l'opinion publique algérienne et régionale autour de la défense de la souveraineté nationale. C'est un thème toujours très porteur. La violence de l'accusation, ça sert aussi à marquer une rupture, à signifier que le dialogue est difficile dans ces conditions. Une stratégie de la tension verbale, donc. Bon. Et pendant ce temps, sur le fond du dossier sahraoui, Alger campe sur ses positions historiques, c'est bien ça. Pas un iota de changement. Absolument aucun. Et Attaf l'a réaffirmé avec force. La boussole d'Alger reste inchangée. La seule voie de règlement acceptable, c'est l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. C'est le mantra répété depuis des décennies. Pour Alger, c'est une question de principe adossée au droit international. Un principe qui arrange aussi peut-être ses propres intérêts géopolitiques dans la région en maintenant une pression sur le voisin marocain. L'invocation du droit international est noble, mais elle sert aussi une stratégie de puissance régionale, non? C'est l'éternel débat, oui, entre les principes affichés et les intérêts stratégiques sous-jacents. Bon, Attaf, lui, se réfère explicitement aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Il rappelle que ces textes pour Alger constituent la seule base légale pour un règlement. Le message est clair, hein, pas question d'entériner le fait accompli ou de cautionner une solution qui ne passerait pas par une consultation des Sahraouis eux-mêmes. Cette constance est présentée par Alger comme une preuve de sa solidité, de son indépendance face aux pressions. Il y a même une forme de fierté rapportée dans cette posture. Seuls des pays comme l'Algérie, sous-entendu non aligné souverain, pourrait tenir une telle ligne. Une posture de gardien du temple du droit international, en somme. Mais voilà où ça devient fascinant. Cette intransigeance affichée par Alger, cette critique virulente de la position américaine, ça semble coexister avec des signaux beaucoup plus flous venant de Washington, ou du moins de certains cercles proches de l'ancienne administration Trump. On parle d'une porte ouverte. Qu'est-ce que ça cache, ça? C'est effectivement le point qui sème le plus le trouble et qui alimente les spéculations. Des informations souvent attribuées à des personnalités comme Michael Bolus, le gendre de Donald Trump, qui est parfois vu comme ayant garder des liens avec certains réseaux républicains influents sur l'Afrique. Ces informations suggèrent l'existence d'une approche américaine alternative. Alors, pas une remise en cause frontale de la reconnaissance de la souveraineté marocaine, mais une sorte de nuance, une décision qui laisserait la porte ouverte. La porte ouverte. Ah, le jargon diplomatique dans toute sa splendeur. Ouverte à quoi? À qui? Aux plus offrants? Ouverte, apparemment, à des idées ou des propositions venant de toute partie africaine. C'est la formulation clé. Elle suggère que, malgré la position officielle pro-marocaine, les États-Unis, ou du moins certains courants en leur sein, n'excluraient pas d'examiner d'autres approches. Des approches potentiellement portées par d'autres acteurs africains. L'idée ne serait donc pas de considérer le plan d'autonomie marocain comme la seule et unique option sur la table. Alors, c'est la cacophonie totale. Comment peut-on avoir une position officielle qui reconnaît la souveraineté marocaine, ce qui implique logiquement de soutenir la solution de Rabat, et en même temps laisser entendre qu'on est prêt à écouter d'autres propositions africaines, qui iraient potentiellement dans un sens contraire? C'est jouer sur tous les tableaux, ça? Ou c'est le signe d'une administration qui ne sait plus où elle habite sur ce dossier? Alors, plusieurs interprétations sont possibles, et elles ne sont pas forcément mutuellement exclusives. Première hypothèse, oui, c'est le reflet de divergences internes réelles au sein de l'appareil d'État américain. Le département d'État peut avoir une ligne, la Maison-Blanche une autre, surtout en période de transition potentielle. Et puis, il y a les acteurs non officiels, les groupes de pression. Le dossier sahraoui n'est peut-être pas prioritaire au point d'imposer une discipline de fer à tous les niveaux, vous savez. Deuxième hypothèse, c'est une tactique délibérée. Maintenir une ambiguïté calculée, ça permet de garder un canal de discussion ouvert avec Alger et d'autres pays africains influents comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui est traditionnellement pro-Polisario. Tout ça sans pour autant renier l'allié marocain. C'est une façon de ménager la chèvre et le chou, de préserver une marge de manœuvre. Troisième hypothèse, c'est une tentative
tentative d'africaniser la solution. En encourageant les idées venant du continent, Washington chercherait peut-être à se désengager d'un rôle de premier plan trop exposé et à favoriser une solution régionale, même si les chances de succès sont minces. Ou alors c'est juste une façon élégante de dire « réglez ça entre vous », tout en continuant à soutenir discrètement son favori. Quoi qu'il en soit, cette dissonance entre la position officielle et ses portes ouvertes, ça crée une incertitude majeure. Personne ne sait vraiment quelle est la véritable intention américaine à terme. Exactement, et cette incertitude, elle rend toute avancée diplomatique très compliquée. Elle alimente la méfiance de toutes les parties. Alger peut y voir une confirmation de la duplicité américaine, tandis que Rabat peut s'inquiéter d'un éventuel revirement ou d'un manque de fermeté de son allié. Et ça paralyse potentiellement les initiatives de l'envoyé personnel de l'ONU, Staffan de Mistura, qui a besoin d'un soutien clair et cohérent des membres permanents du Conseil de sécurité, notamment des États-Unis. C'est crucial. Et pendant que Washington souffle le chaud et le froid, les déclarations d'Attaf, elles, ont eu un écho certain, semble-t-il. On en a parlé dans la presse arabe, occidentale. Oui, ces propos ont été largement repris, commentés. Ils ont clairement atteint leur objectif premier, faire du bruit et attirer l'attention sur la position algérienne. Ça, c'est sûr. Mais au-delà du buzz médiatique, est-ce que cette stratégie de la confrontation verbale, elle est payante pour Alger sur le long terme? Est-ce qu'elle ne risque pas de braquer Washington encore davantage et peut-être même d'irriter certains partenaires européens qui préféraient une approche plus conciliante? C'est un pari risqué, non? C'est effectivement un pari diplomatique audacieux. D'un côté, oui, ça peut renforcer l'image de l'Algérie comme puissance intransigeante sur les principes, fidèle à ses alliés, comme le Front Polisario, et résistante aux pressions américaines. Ça peut lui valoir une certaine popularité dans le monde arabe et africain, qui est sensible aux thématiques de souveraineté, d'anti-impérialisme. Mais de l'autre côté, ça peut effectivement tendre les relations avec Washington, qui reste un partenaire sécuritaire et économique important, et ça peut potentiellement l'isoler sur la scène internationale si cette posture est perçue comme trop rigide ou contre-productive. Tout dépendra de la manière dont Alger gérera la suite et de la réaction des autres acteurs. C'est une ligne de crête assez étroite, finalement. Donc si on résume, on a une Algérie qui durcit le ton, réaffirme ses principes fondamentaux, tout en lançant des accusations très graves contre le Maroc et les États-Unis. En face, des États-Unis dont la position officielle pro-marocaine est connue, mais qui sèment le doute par des signaux ambigus de porte ouverte. Et au milieu, un conflit enlisé depuis un demi-siècle, avec le peuple sahraoui toujours en attente d'une solution. L'équation semble plus insoluble que jamais, non? Elle est surtout révélatrice des enjeux considérables qui se cristallisent autour de ce territoire désertique. Il y a bien sûr la question fondamentale de la souveraineté, du droit d'un peuple à disposer de lui-même. C'est la base. Mais il y a aussi le contrôle d'une zone tampon stratégique entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Il y a l'accès potentiel à des ressources naturelles, phosphates, potentiellement hydrocarbures offshore, et surtout, il y a une lutte acharnée pour l'influence régionale entre l'Algérie et le Maroc, avec les grandes puissances qui jouent leur propre partition en arrière-plan, évidemment. Ce qui nous ramène peut-être à une question plus fondamentale, qui dépasse ce cas précis. Quand on voit l'implication directe des intérêts américains et potentiellement d'autres puissances dans ce dossier, est-ce qu'on peut vraiment croire à la possibilité d'une médiation neutre? N'est-ce pas une illusion diplomatique au fond? C'est la question à $1 million en relations internationales. La neutralité absolue d'un médiateur puissant, c'est souvent un mythe, soyons honnêtes. Surtout quand ses propres intérêts stratégiques sont en jeu. Un médiateur peut chercher à être impartial dans la conduite des négociations, oui, mais il est rarement neutre quant à l'issue souhaitée. L'issue qui s'alignera souvent, d'une manière ou d'une autre, avec ses propres intérêts ou sa vision de la stabilité régionale. La crédibilité d'une médiation repose alors moins sur une neutralité parfaite que sur la capacité du médiateur à convaincre toutes les parties qu'un accord, même imparfait, vaut mieux que la poursuite du conflit. C'est plutôt ça l'enjeu. Ou alors, pour pousser la provocation jusqu'au bout, peut-être que tout ce théâtre diplomatique, ces déclarations chocs, ces signaux contradictoires, peut-être que ce n'est que l'écran de fumée qui masque une réalité plus dérangeante. L'absence d'une volonté réelle chez les acteurs clés de parvenir à une solution. Une solution qui bousculerait trop d'intérêts établis, trop d'équilibres précaires. Et si le statu quo, finalement, arrangeait plus de monde qu'on ne veut bien l'admettre? Une pensée à méditer sur les véritables moteurs de la géopolitique mondiale, souvent bien loin des nobles principes affichés.